Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité sociopolitique. Nous les mettons sur la table avec des invités, nous en parlons. L'actualité politique dans le pays reste dominée par ces refus des deux hauts magistrats de la Cour constitutionnelle de prêter serment devant le président de la République qui les a nommés à la Cour de cassation. Ils disent dans leur lettre que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas respecté la loi. Ils doivent rester là jusqu'à terminer leur mandat. Quelle est la lecture juridique et politique à faire de cette affaire? Parce que là, on dit que c'est le FCC, c'est Kabila qui tire le ficelle. On revient sur ça. On parlera également de cette affaire de dialogue. Après Martin Fayoulou, vous le savez, il y a aujourd'hui les personnalités, ils sont 13 au total, dont Patrick Mouyaya, Délice Sanga et les autres, qui appellent également à des rencontres pour parler des réformes en matière électorale. Le FCC dit oui, mais ça doit se passer dans le cadre institutionnel. Fayoulou parle plutôt des rencontres extra-constitutionnelles. Que dit l'IDPS? Qu'est-ce que pense exactement le président Félix-Antoine Tshisekedi? Nous parlerons également de ça dans cette émission. Pour la première fois, je suis heureux de retrouver sur ces plateaux, d'abord à ma gauche, Maître Blanchard Mongomba. Maître, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Cadre de la Mouka est très proche de Adolphe Muzito. Non, cadre de la Mouka, mais également cadre au sein de Nouvel Élan, qui est un parti initié par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Mais on dit la même chose, parce que j'ai dit que vous êtes très proche des Bon, puisque quand vous dites très proche, c'est comme si j'étais allié, j'étais parenté. Vous êtes un fils de sa maison. Effectivement, donc je suis fils politique d'Adolphe Muzito. Comment il se porte? Il est toujours aux États-Unis d'Amérique, confiné? Non, le coordonnateur de la Mouka, initiateur de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, se trouve en Europe, précisément à Bruxelles, où il était allé, c'est vrai, pour de raisons politiques, entre autres. Il s'est fait que la pandémie à coronavirus n'a épargné personne, puisque même à Kinshasa ici, on a vu Félix Tshilombo qui aimait bien sortir. Il a fait plus de 4 mois, il ne bougeait pas. Donc c'est pour dire que la pandémie à coronavirus n'a épargné personne, ce qui fait que Adolphe Muzito s'est retrouvé à Bruxelles pour observer un peu la distanciation sociale et les mesures barrières telles que ça a été conseillé par l'Organisation mondiale de la santé. J'ajoute pour être complet que vous êtes avocat, donc vous êtes maître, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe ou Matete? Non, avocat au barreau du Congo central. C'était Matadi, maintenant c'est Congo central. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à ma droite, un autre avocat. La question elle est tellement juridique que j'ai décidé aujourd'hui de faire un plateau essentiellement des spécialistes en droit. C'est Maître Yves Mwakessa. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour la première fois également à vous dans cette émission. Oui, merci cher frère Perrault. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau. Et je sais que nous passerons des moments agréables. Vous êtes, vous également, avocat, vous êtes acteur politique, mais vous vous appelez vous-même fatiste. Est-ce qu'il y a déjà une idéologie de Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il mérite aujourd'hui que les gens s'appellent fascistes? Oui. C'est quoi le combat, l'idéologie c'est quoi les fascismes pour que vous, intellectuels, que vous soyez fiers qu'on dise de vous que vous êtes un fasciste? Je suis fier de porter ce label. Pour la simple raison que l'idéologie ne doit pas nécessairement être prépensée par rapport à l'action politique. L'action politique en elle-même peut être porteuse d'idéologie. Donc le président de la République, depuis qu'il est là, pose des actes, donne des axes par ses discours, pose des actes, et l'ensemble de ces actes sont des indicateurs probants d'une orientation vers laquelle il veut mener la nation. Et par rapport à cette orientation, beaucoup d'intellectuels sont en train de réfléchir pour couler par des écrits éclairés toute cette pensée, et c'est ce qui demain sera peut-être reconnu par les scientifiques comme étant le fascisme, qui est cette C'est pas le djihadisme ça par exemple? Non, attendez papa. Le problème au Congo, c'est que nous aimons critiquer, nous n'aimons pas célébrer. Si je passe dans la rue, je me mets à insulter les gens, on va dire « Ah, Mobali, Wanazabanga Kailote ». Mais si je fais un compliment à quelqu'un, on dit « vous flattez ». Je n'ai pas besoin de flatter qui que ce soit, monsieur Perrault. Je suis avocat, par la grâce de Dieu, je suis très bien installé. Donc je n'ai pas besoin de me lancer dans des basses flatteries, mais seulement, j'estime qu'il faut savoir consolider les bonnes choses. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes en train de mettre en place une grande structure, la dynamique pour la consolidation du changement, pour que tous ceux qui veulent... Parce qu'en fait, au Congo, en dépit des clivages, la Mouka, FCC et le reste, il n'y a que 2 blocs. Il y a ceux qui veulent que le pays change et ceux qui veulent que le pays reste dans ses tares.
On parlera de ça, maître Yves Mwekesa. Vous gardez la parole parce que je suis avec vous. L'actualité reste dominée quand même par le refus des 2 magistrats nommés par le président de la République à la Cour de cassation et qui ont refusé de pouvoir prêter serment. Ils reprochent des choses à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils disent notamment que le président n'a pas respecté la loi, leur mandat est de 9 ans et qu'il fallait respecter les 9 ans, maître Yves Mwekasa. Est-ce que le président a violé la loi en nommant ces 2 juges à la Cour de cassation? Non, du tout. Je le dis d'emblée, le président de la République n'a aucunement violé la loi. Le président de la République est dans ses prérogatives constitutionnelles en procédant à ces nominations. Écoutez, en première année de graduat, l'on nous apprend qu'il y a différentes sources du droit. Il y a entre autres la loi à laquelle tout le monde veut s'accrocher, y compris moi, parce que je suis un légaliste, mais il y a également la jurisprudence. Le président de la République, dans ses prérogatives constitutionnelles, est la personne qui nomme les juges à la Cour constitutionnelle. Le fait même de nommer les juges Ouboulou et Kilomba à la Cour de cassation ne pose pas problème. La difficulté ou le débat aujourd'hui s'articule autour du fait qu'ils auraient été nommés à d'autres postes avant la fin de leur mandat de 9 ans. Et c'est sur ce point de droit que s'articule toute la réflexion des penseurs juridiques aujourd'hui par rapport à l'action du président. Eux-mêmes aussi, ils reviennent sur ça. Ils disent que leur mandat court encore. Ils ne voient pas comment ils violeraient la loi en acceptant le poste que le président leur propose, ou là où le président les a nommés. Oui, ça c'est la position des juges. Je reviendrai sur l'aspect politique de cette posture. Restons d'abord. Mais je vais d'abord sur l'aspect juridique. Parce que là, oui. Je vous parle quand même dans la casquette des juristes. Je reviendrai sur l'aspect politique, restons sur l'aspect juridique. 2013, le Parlement vote la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 2014, le président de la République nomme les 9 premiers juges à la Cour constitutionnelle, dont notamment un certain Luzolo Bambilesa qui fut mon professeur à la faculté de droit. Il est nommé au mois de mars. Au mois de mars de l'année suivante, donc moins d'une année après sa nomination, Luzolo Bambilesa est nommé conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption et patati patata. Luzolo Bambilesa s'en va. Le président de la République, le président Kabila, procède au remplacement de Luzolo Bambi par le professeur Mavungu, si j'ai bonne mémoire. La Cour constitutionnelle, dans le système qui est le nôtre, est la seule institution habilitée à apprécier de la constitutionnalité d'une loi ou même d'une ordonnance présidentielle. Luzolo Bambilesa s'en va. J'ai entendu certains dire oui, il avait accepté d'aller. Son acceptation est inopérante. Ça, c'est le FCC qui dit ça. Oui, son acceptation. On dit que le contexte il est différent, ils sont dans un. C'est le même argument. Oui, je pose d'abord les fondamentaux par rapport au droit et par rapport à la loi. Son acceptation est inopérante. Un acte est soit irrégulier, soit irrégulier. La cristallisation s'opère au moment où l'acte est posé. Que par après, la personne qui accepte, en droit pénal, qu'est-ce qu'on dit? Je vole un bien et puis 2 jours après, je reviens pour le restituer. Ça ne veut pas dire que le vol n'a pas eu lieu, le vol a eu lieu. Ce qui a régularisé cette procédure, ce n'est pas l'acceptation de Luzolo Bambi, mais c'est le fait que la Cour constitutionnelle, seule, je le répète, habilitée à dire tel acte est inconstitutionnel ou pas, a accepté en son sein les remplaçants de Luzolo Bambi. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence qui se fait. Quelques temps plus tard, la même chose se répète avec le juge Baniakou, avec le juge Vundwaou. Et dans les 3 cas, la Cour constitutionnelle, la seule habilité à dire que tel acte est inconstitutionnel ou non, a accepté les remplaçants, donc a cristallisé cette jurisprudence. Donc, je tiens encore à souligner. Attendez, je vais expliquer, je voudrais que nos compatriotes comprennent. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, rédigée par le parlementaire, n'a pas prévu un certain nombre de choses ou a prévu un certain nombre de choses. Par la pratique, la Cour institue des jurisprudences qui font corps avec la loi. Notamment, il est prévu qu'en matière de contentieux électoral, la Cour siège à 3, mais on a vu la Cour siéger à 5 dans une chambre spéciale pour
revalider ceux qui ont été invalidés. C'est une jurisprudence. Donc, il y a une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle qui autorise le président de la République à nommer à un autre poste un juge constitutionnel. Laissez-moi faire réagir, Maître Mongomba. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Maître Blanchard, est-ce que vous pensez que nous ne pouvons que nous en tenir à la jurisprudence telle qu'elle est dite pour aujourd'hui justifier que le fait que le président de la République nomme? Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a fauté juridiquement en nommant ces 2 juges qui étaient à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation? Je crois que, cher Perrault, lorsque nous débattons autour de questions politiques, il est clair, il est d'avis que chacun de nous puisse s'en tenir à la position de sa famille politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs appelés cadres de la Mouka et autres. Mais lorsqu'il s'agit des questions scientifiques, le mieux à faire, c'est de rester scientifique. Voilà pourquoi, ici, je ne m'aimerais pas trop m'attarder là-dessus, si bien que je vais donner ma perception, ma lecture juridique de cette affaire, mais j'aimerais bien dire que pour moi, la problématique réside plus sur le terrain politique que sur le terrain juridique. Pourquoi est-ce que je le dis ? Personnellement, c'est vrai, il y a plusieurs thèses. Ceux qui estiment que Félix Tshisekedi a violé la loi parce que, n'ayant pas consulté les juges avant qu'ils ne procèdent à cette nomination, et il y a de ceux qui pensent qu'il y a en tout cas pas violation parce que c'est lui qui est l'autorité habilitée justement. Et vous-même, vous en dites quoi? Moi, je pense que... Est-ce qu'il a violé la loi? Est-ce qu'il était dans la logique? C'est logique de faire ce qu'il a fait, le président de la République. Je pense que sur cette question, je resterai scientifique. Et pour rester scientifique, je dirais que je ne trouve pas d'inconvénient le fait que M. Tshilombo ait nommé ces mêmes magistrats qui ont été nommés par le président de la République. Donc ici, nous voyons l'institution président de la République. Lorsque la même institution vous nomme à un quelconque poste et que cette même personnalité, cette même institution estime que vous êtes appelé, vu en respectant bien sûr le statut des magistrats, en respectant le règlement intérieur de cours et tribunaux, il estime que 3 ans après, vous pouvez être utile pour d'autres fonctions, pour d'autres, en tout cas, responsabilités. Il peut le faire tout en restant légaliste. Mais ici, si on estime que, puisque le 9 années prévues par le règlement intérieur et la loi sur la Cour constitutionnelle n'ont pas été épuisées et que cela constituerait une infraction, personnellement, je ne trouve pas, en tout cas, je trouve que cet argument n'est pas fondé. Parce que déjà, pour parler de ces 9 ans-là, il est prévu, même dans l'article 6, si je ne m'abuse, de la Cour constitutionnelle, c'est que chaque 3 ans, on renouvelle les tiers de cette notamment par les tirages au sort. Ici, je trouve que sur le plan de droit, je suis d'avis qu'il n'y a pas violation. Mais je veux revenons sur la politique, parce que m'apaisantir sur le terrain politique. Ouais. Je crois que ici, nous devons dire que lorsque chaque fois nous revenons sur la question de la légitimité, il y a de ceux qui pensent que nous en faisons un peu de trop, nous voulons rester sur place au lieu d'évoluer. Mais ici, cher Perrault, vous allez être d'accord avec moi que une telle position prise par nos 2 juges prouve à suffisance que M. Tshilombo n'est pas considéré en tant que tel. En tant que président de la République. En tant que président de la République. Parce que je trouve très difficile, même à l'époque de M. Kabila, quand il continue encore à bénéficier du tapis rouge, parce qu'ici, il faut dire qu'il est toujours là parce que son système continue à être vécu, il continue à détenir la majorité, et sur le plan politique, c'est lui qui gouverne, mais la chaise, en tout cas, la signature, simplement, ne lui est pas reconnue, ne lui est plus reconnue, mais du moins, c'est lui qui décide pour telle ou telle autre signature. Ce qui fait que ces juges, je l'ai dit, je disais qu'à l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas se passer, à l'époque de Mobutu, moins encore, et même dans d'autres cieux. Ici, si nous sommes en train de vivre ces genres de pratiques, ces genres de choses, c'est parce que justement, M. Tshisekedi a été mal élu, ou mieux, M. Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple, ce qui fait que même ses partenaires politiques, ne le respectent pas. Voilà, ils ne le respectent pas parce que il
se disent que, eh bien, nous savons la source de ces pouvoirs. Ces messieurs, avant de poser tel acte, si bien qu'il peut, sur fond de la Constitution, avoir un pouvoir discrétionnaire, mais il ne peut pas bouger, il ne peut pas agir sans passer par nous, qui sommes le vrai détenteur de ces pouvoirs. C'est nous qui avions créé pratiquement ces mythes, ces pouvoirs, d'où il est appelé à passer par nous avant de poser un quelconque acte. Donc, et vous verrez, par exemple, lorsqu'il a nommé Kyungu Wakumwanza, ça bloquait. Pourquoi? Parce que les FCC n'étaient pas d'accord avec lui. Je peux prendre encore d'autres exemples. C'est que lorsque il nomme les militaires, il fait déplacer le Premier ministre, tout ça, le Premier ministre arrive, il écrit, il note comme quoi il donnait même des injonctions à M. Tshisekedi, qui est censé être son chef, son président de la République. Il a dit qu'il n'endossait pas les ordonnances, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Le geste et les gens Ouboulou et Noël Kilomba pour vous démontrent que Tshisekedi c'est un président étiquette qui n'a pas le vrai pouvoir. Non, mais je crois que le président de la République, c'est d'abord la première des institutions dans une république. C'est les premiers des citoyens dans une république, dans un État. Mais lorsque un citoyen, magistrat soit-il, se permet de s'opposer, tout en oubliant qu'il a une carrière à préserver, il y a un régime disciplinaire qui organise le fonctionnement de sa carrière. Il s'est dit de prendre quand même ces courages-là, ces risques-là, de bouder une telle institution, de bouder une telle personnalité. Ça prouve à suffisance que les magistrats, c'est vrai ici, je n'amène pas les magistrats sur le terrain politique, mais mon analyse, ma réflexion m'amène plutôt à comprendre que ces magistrats n'ont pas agi seuls. Un peu comme les Quinois disent, ce que mon isoso, mon asoso a vimbi, c'est que maman n'est quelque part. Donc là, je me dis que les partenaires de M. Félix Tshisekedi sont là en train de peser un peu M. Tshisekedi, ou mieux en train de lui rappeler que tu es là parce que nous avions voulu, et tu ne peux pas poser un quelconque acte sans, ne fût-ce que nous informer, moins encore prendre une autorisation de nous. Ce qui fait que chaque fois lorsqu'il pose des actes, vous voyez les FCC sauter et sortir, en tout cas au premier rang pour dénoncer ces actes-là. Ici, ça montre à suffisance qu'il y a un sérieux problème de légitimité, et dans une république, lorsqu'il y a ces genres d'accrochage au niveau des institutions, la République ne peut pas évoluer. Yves Mouekassa. Attends, j'ai beaucoup écorché votre nom aujourd'hui. J'espère que je ne les ferai plus. Yves Mouekassa. Blanchard Mongomba dit, ça c'est la preuve effectivement que Félix a un problème de manque de légitimité. Il dit qu'il ne peut pas comprendre qu'un magistrat, qu'un juge manque du respect à la première institution qui est le président de la République. Il dit, ça c'est ce qu'il ne dit pas, je suis en train d'épiloguer sur ce qu'il a dit. Effectivement, nous avons affaire à un président étiquette qui n'a pas le réel pouvoir. Il vous amène sur un terrain politique alors que vous avez commencé sur un terrain juridique. Oui, malheureusement, mon frère Blanchard ainsi que tous ses compères de la Mouka livrent un combat d'arrière-garde. La question de la légitimité, de la légalité, de la régularité des élections, c'est une question qui a été vidée, une question qui est dépassée. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de se réjouir de la gratuité de l'enseignement, ils sont en train de se réjouir de la fermeture des cachots de la NER, ils sont en train de se réjouir de la liberté recouvrée. On a eu 3, 4, 5 manifestations publiques, notamment la leur, sur la place publique, sans qu'il n'y ait eu tir, sans qu'il n'y ait eu gaz lacrymogène, sans qu'il n'y ait eu des gens... Il y avait 3 morts le jour de l'UDPS. Oui, morts quand même. Oui, dans des circonstances que nous déplorons, mais on n'a pas vu les forces de l'ordre tirer sur la population comme il y a quelque temps. Donc, ils livrent un combat d'arrière-garde. Et deuxième chose, il faudrait que quelque part, nos amis de la Mouka ainsi que nos frères du FCC se mettent d'accord. Soit il est pantin, soit il est dictateur. Il ne peut pas être les deux à la fois. Donc, vous parlez de qui? Vous parlez de Félix? Je parle du président de la République. Il ne peut pas être les deux à la fois. Il ne peut pas à la fois être une marionnette, un pantin et en même temps être un dictateur. Il ne peut pas être les deux à la fois. Soit il est l'un, soit il est l'autre. Donc nous voyons que lorsque nos amis du FCC, qui selon la Mouka détiennent les vrais rênes du pouvoir, disent que le président de la République est en train de se transformer en dictateur, donc c'est un aveu qui dit qu'en réalité, le vrai pouvoir dans ce pays est entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il vous donne des exemples. Un président qui a le pouvoir, mais qui s'est fait bloquer par rapport aux ordonnances de Kyungu. Un président qui a le pouvoir, mais qui s'est fait rabrouer par son Premier ministre et qui dit même publiquement que je ne peux pas endosser les ordonnances que le président a fait. Un président de la République qui a le pouvoir et qui s'est fait manquer du respect en public par 2 hauts magistrats. Il dit qu'à l'époque de Kabila, ça ne pouvait jamais se passer. À l'époque de Mobutu, mêmement, parce que ceux-là avaient le vrai pouvoir. Vous m'aviez posé la question sur le label fascisme.
pourquoi je suis fasciste. Voilà justement la différence. Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas Kabila. Il n'enverra pas son Calais à lui arrêter les gens parce que quelqu'un a osé les critiquer. Félix Tshisekedi n'est pas Kabila. Il n'enverra pas ses services de renseignement, qui à la faute n'étaient plus services de renseignement mais devenus police politique, à aller traquer les manifestants, traquer les opposants. Henri Magie est quand même en prison parce qu'il a dit que le président n'a pas été élu. Équitable. Il a dit que le président n'a pas été élu, il se retrouve en prison. Après un procès équitable. Il y a peur, il n'aurait même pas eu droit à ce procès. Donc, nous disons, lorsque nous réfléchissons sur les actions du président de la République, nous pensons qu'il y a une idéologie à caractère démocrate. La démocratie, ce n'est pas seulement un système de gouvernement, c'est un mode de pensée. Et le président de la République, en tant que démocrate, accepte facilement les critiques et les contradictions. Pour ce que vous venez de mentionner, effectivement, pendant une année, les ordonnances ont été bloquées. Mais nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, lorsque le directeur de cabinet du président de la République, Aïe, a écrit à ses ministres pour dire qu'il leur donnait un délai de 48 heures pour exécuter les ordonnances qui ont été bloquées. Ces ordonnances l'ont été. Donc les différentes crises suscitées par nos amis de la coalition du FCC n'avaient qu'un seul but, essayer de déplumer le président de la République aux yeux de la population et donner l'impression qu'il n'était pas réellement détenteur du pouvoir. Aujourd'hui, il est clair, il est manifeste, hier encore 67 magistrats, hauts magistrats, ont prêté serment devant le président de la République, que deux magistrats politisés à outrance, j'ose le dire, refusent de prêter serment. Cela ne nuit à rien à l'impérium du chef. 67 hauts magistrats très valables ont prêté serment devant lui. Je voudrais, pour dire un dernier mot sur l'affaire Kilomba et Ouboulou, tous ceux qui critiquent disent soit il fallait qu'ils consultent les deux juges, comme vient de le dire mon confrère, ce n'est prévu nulle part dans la loi, ou soit qu'ils devaient démissionner au préalable. L'article 28 de la loi sur la Cour constitutionnelle prévoit effectivement la démission. L'article 31, 32, 35 parle des incompatibilités. Donc ces deux articles, pris dans tous les sens, n'interdisent en rien au président de la République à procéder aux nominations telles qu'il les a faites. Donc les juges ont été nommés et je vous assure que ces ordonnances seront exécutées. Blanchard Mongomba, il dit que vous faites un combat d'arrière-garde, c'est un combat dépassé. Je suis d'ailleurs surpris d'entendre que vous revenez aujourd'hui sur la légitimité de Félix, parce que Fayoulou lui-même, les tenants de cette thèse, a évolué en reconnaissant Félix, en disant qu'il est temps qu'on se pardonne, il est temps qu'on se voit. Est-ce que ce n'est pas un discours dépassé aujourd'hui de revenir sur la légitimité de l'élection de Félix Antoine Tshisekedi? Je vais revenir sur le discours du président élu Martin Fayoulou, mais je voudrais un tout petit peu ramasser ce que j'ai entendu de Maître Yves. Non, Maître Yves sait très bien que le jour de la marche pacifique, du reste, puisqu'il faut rappeler que l'UDPS, depuis qu'elle est UDPS, n'a jamais organisé de telles manifestations pacifiques. Et le 13, vous étiez là, en tant que presse, vous aviez vu, malgré les provocations, malgré les intimidations de forces de l'ordre, alors qu'ils sont censés être là pour assurer de l'ordre, pour accompagner le paisible citoyen, la population, qui était venue manifester pacifiquement, il s'est lancé à des actes de provocation. Mais la population, comme elle était déterminée, a marché pour affirmer sa souveraineté. Ces peuples-là étaient sereins, ne voulaient pas répondre à ces genres de provocations. Malheureusement, comme ils étaient déterminés à montrer que la démocratie tant voulue n'a pas encore vu le jour dans notre pays, si bien que chaque fois, on continue à nous vendre, par exemple, les élections en disant que voilà, c'est la preuve de la démocratie. Pourtant, l'alternance, or en réalité, lorsque nous entrons dans le fond, on constate que c'est vide. Il n'y a rien de substantiel, il n'y a rien de formel à l'intérieur. Ici, je rappelle que ces jours-là, nous avions été gazés. Et moi, je te dévore, lorsque nous arrivons vers à 100 mètres du monument Lumumba, les policiers qui étaient là, ils nous ont gazés, j'étais là. Il nous a menti en disant qu'il n'y a pas de gaz lacrymogène, non, il n'y a pas de dégâts. Maître Yves, je le connais très bien, il n'a pas menti. Mais seulement, il voudrait ici, en tant que tshisekédiste, que fasciste, comme il a dit, donner la substance à l'ère idéologique qui est en train de se créer. Mais pour donner cela, vous voyez comment on les appelle, parlementaires de la 10e rue, là, ceux qui se placent debout. Ils disent, non, voilà, on a vu le cardinal Ambongo aller chez Kabound à la maison, on a vu.
C'est ça. Donc, eux, c'est pas qu'ils mentent, mais c'est comme ça qu'ils respirent. Ils vous disent les choses qu'ils pensent être vraies. En réalité, ce n'est pas ça. Donc, Maître sait, puisqu'il était là, sûrement, parce que on a vu les militants de l'IDPS qui s'étaient amassés sur les rues pour saluer ces succès-là que le peuple avait montré. Voilà, de tout le proche de l'IDPS. Donc, c'est pour dire que ces jours-là, les policiers ont gazé, les policiers de Chilombo et de Kabila ont tiré. Le 9, vous l'aviez rappelé, il y a eu même de morts et on a suivi. Kabouya et Kaboud demandaient même la démission de un de leurs qui est Gilbert Kankonde. Ministre de l'Intérieur. Je peux citer encore d'autres cas. À Goma, dans le Kivu, les MLC a perdu ses militants. C'est pour dire qu'il n'y a pas encore ce que Maître pense que c'est un changement. Tout non, ça. mais il dit quand même que l'éducation de l'ANER n'existait plus aujourd'hui. Vous pouvez parler ici, vous allez terminer sans que quelqu'un Calais soit derrière vous. Vous aviez donné le cas d'Harry Magie. Je peux donner encore le cas de notre ami de l'UNC, d'ailleurs un partenaire de l'IDPS. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a des amis de l'ESID qui a été arrêté, je crois, dans le Kivu. Donc c'est pour dire que c'est la continuité du système Kabila parce qu'ils sont en alliance alors que la base de ces partis-là, IDPS, réclame que M. Chilombo se désolidarise de Kabila parce que ils estiment que M. Kabila, c'est en tout cas, c'est une sorte de virus. Et Tshisekedi, on peut tout dire, c'est peut-être quelqu'un qui est animé de bonne foi, mais le fait pour lui de donner du go, donner de béquilles à M. Kabila, il ne pouvait que s'élancer. Il dit c'est un combat d'arrière-garde. Il faut le rencontrer là. C'est dépassé. Même Fayoulou lui-même, lorsqu'on le sent, on a l'impression qu'il a évolué dans son discours. La question de la vérité des urnes, j'ai gagné 62%, il n'en parle plus aujourd'hui. Non, je crois que Maître Yves Mouekassa, il le sait très bien. C'est pour animer les débats, c'est comme ça. C'est pour animer les débats que Maître Yves avance ces genres d'arguments. Vous savez, aujourd'hui, les partis ou la famille qui viennent affirmer, consolider la thèse de l'illégitimité de ces pouvoirs, eh bien, c'est le CACH et l'IDPS. Lorsque le CACH appelle la majorité que... c'est une majorité artificielle. La majorité du FCC qui est une majorité artificielle. Mais cela vient consolider justement la thèse comme quoi les élections ont été mal organisées. Lorsque nous le disions à l'époque, lorsque nous continuons même à réclamer la vérité des urnes, ils pensent que non, voilà, c'est un combat d'arrière-garde. Mais lorsque eux-mêmes le disent, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont déjà sur ce terrain-là de la légitimité, de la contestation du résultat et ils veulent nous faire croire que nous sommes dépassés, nous devons avancer. Non, Pérou. Aujourd'hui, tout le peuple, et la preuve, je crois que vous aviez prévu ça, on va en parler, les 13 personnalités qui se battent aujourd'hui, bec et ongle, pour reconnaître qu'il y a un problème au niveau des institutions, la preuve c'est qu'ils n'ont pas voulu animer ces débats-là au sein du Parlement, puisque parmi les 13, je crois 12 sont députés. Ils auraient pu faire de propositions au niveau de l'Assemblée nationale pour que de réformes aient lieu à ce niveau-là, mais ils sont sortis hors du cadre pour montrer justement qu'il y a un sérieux problème de la légitimité de ces institutions. Je peux encore donner autre preuve. Lorsque l'IDPS s'attaque ou lorsque l'IDPS se permet même de casser parce que Minakou est allé proposer une loi, alors qu'ils ont des députés au sein de l'hémicycle, ils auraient pu engager un débat parlementaire, un débat scientifique au sein de cette institution. Mais ils sont sortis plutôt en dehors de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire qu'ils continuent justement à douter de la légitimité de cette institution-là parce qu'aujourd'hui, les FC... Donc, bref, je finis en disant que Monsieur le Président élu Martin Fayoulou n'a pas dit que M. Tshisekedi était devenu légitime. Donc c'est pas un combat d'arrière-garde comme il dit. C'est pas un combat d'arrière-garde parce que nous estimons en tant que républicains, nous devons tout le temps contestant la légitimité de ces institutions parce que n'ayant pas gagné les élections du 30 décembre 2018, nous devons avoir de propositions concrètes de manière à faire avancer les choses au niveau. Maître, je vous donne 2 minutes, vous réagissez, comme ça on change de sujet. Oui, je pense que mon frère Blanchard fait beaucoup d'amalgame et de méli-mélo dans le seul but de couvrir d'opprobre le président de la République. Il voudrait faire croire que lorsque les policiers répriment une manifestation, c'est nécessairement un signe révélateur d'une dictature. Je vais lui rappeler à lui qu'il y a à peine quelques jours aux États-Unis, on a vu des policiers
réprimer des manifestations. On ne va pas dire que les États-Unis, ce n'est pas une démocratie. Puisqu'il y avait eu provocation. S'il vous plaît, on a vu en France les policiers réprimer des manifestations. On ne va pas dire que les gilets jaunes et les autres. Voilà, on ne va pas dire que la France n'est pas une démocratie. Il y a une différence entre les armes létales et les armes non létales. Lorsque les policiers, dans une démocratie, veulent réprimer une manifestation, ils utilisent des armes non létales, notamment les gaz lacrymogènes. Ça aurait été sous l'Ancien Régime, vous auriez compté des dizaines de morts, comme on en a vu ici. Nous avons perdu des proches par rapport à cela. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de changement, c'est un mensonge éhonté. Non, mais le 9, il y a eu de morts, même parmi les hommes en uniforme. Même la population qui nous suit sait que ce langage est en train petit à petit d'être complètement dépassé. Le langage qui disait ce qu'on marché, parce que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, les gens sortent dans la rue, ils peuvent manifester et ils peuvent critiquer. Cela ne veut pas dire que les injures sont autorisées. Cela ne veut pas dire que les imputations dommageables sont autorisées. La démocratie ne veut pas dire l'annulation ou la nullité de notre code pénal. Les infractions demeurent infractions. Je ne veux pas venir aujourd'hui, moi, sur un plateau de télé, me mettre à parler de la vie privée de M. Blanchard Mongomba, insulter son épouse, insulter sa famille au nom de la démocratie. Donc, je vais en répondre devant un tribunal. Non, donc, il y a des individus... vous égrènent quand même des éléments qui démontrent que Félix a un problème de légitimité. S'il avait la légitimité, pourquoi les combattants sont descendus dans la rue pour arrêter la loi Minakou? S'ils avaient la légitimité, pourquoi? Ça, c'est des éléments probants qui démontrent que même eux-mêmes, ils ne font pas confiance aux institutions issues de ces élections. Ça, c'est un autre débat. C'est un exercice démocratique normal. Il y a un Parlement au sein duquel le président de la République n'a pas la majorité. Et lorsque ce Parlement veut prendre de lois contre nature, il est tout à fait normal que la population s'exprime. Aujourd'hui, les démocrates, les partis démocrates aux États-Unis est en train de soutenir le mouvement Black Lives Matter. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de députés démocrates au Parlement américain. Mais l'exercice démocratique voudrait que, au-delà de ce qui s'est fait dans l'hémicycle, la pression populaire se fasse pour que les députés sentent et sachent que la population ne veut pas de ces lois outrageuses. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ces lois-là. J'étais même dans la rue, j'ai manifesté, j'ai marché par rapport aux lois Minakou, qui sont une abomination juridique, qui n'avaient qu'une seule finalité, étouffer cet état de droit naissant en remettant la magistrature sous la coupole d'un ministre de la Justice, lui-même ayant prêté un serment de loyauté à un individu. Donc, il est tout à fait normal que la population descende dans la rue, que la population s'exprime de manière démocratique. Ce ne sont pas des signes de manque de légitimité comme il dit. Au contraire, ce sont des signes d'une démocratie qui vit, d'une démocratie qui respire, d'une démocratie qui progresse. Je sors le matin, j'ai dit à mon épouse, je vais manifester contre les lois Minakou. Fais-moi un petit foufou, je vais rentrer chez moi, je rentre tranquillement dans ma maison. C'est ça la démocratie. Et il faudrait que de plus en plus, nos chefs, nos dirigeants, ne prennent pas toute contestation pour insulte ou pour injure. Ce n'est pas parce que quelqu'un conteste le président de la République qu'il doit réprimer pour que l'on sente qu'il est chef de l'État. Non, il a un esprit démocratique, il accepte des critiques, il accepte des réprimandes, il accepte des choses et cela paraît bizarre à ceux qui sont habitués à des dictateurs, des chefs tout-puissants, qui réagissent au quart de tour et qui foutent les gens dans des newfs parce qu'on les a critiqués. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission, c'est le débat. Ce soir, deux invités sur le plateau. À ma droite, Maître Yves Mouekassa. Finalement, j'ai réussi à prononcer son nom correctement. Et à ma gauche, Maître Blanchard Mongomba. Les deux sont juristes. Avec eux, on fait donc la lecture de l'actualité politique du jour ici en République démocratique du Congo. J'avais commencé ici, je prends les tout derniers thèmes. Je commencerai donc par la gauche. Maître Mongomba, il y a des soubresauts, il y a des appels à des dialogues. On dit donner ça les noms que vous voulez, conciliabule, conclave, dialogue, mais on a l'impression qu'une bonne partie des Congolais, surtout des forces politiques de la RDC, veulent qu'on aille vers un dialogue aujourd'hui. Martin Fayulu était le premier à le faire. Pourquoi devrons-nous se retrouver, à votre avis, autour d'une table aujourd'hui? D'abord, je voudrais souligner juste une phrase, c'est que Maître Mouekassa, il va être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le fait de voir nos populations sortir, d'ailleurs, on l'a vu avec Jean-Pierre Bemba, son épouse et ses enfants, sortir dans la rue, manifester, ne peut pas être attribué à M. Tshisekedi parce que, comme vous le savez, avant les élections de 2018, le peuple et le CLC s'étaient mobilisés pour imposer à M. Kabila de respecter la Constitution qu'il tenait bec et ongle de violer parce qu'il avait en tout cas les intentions d'aller à un troisième mandat. Donc ici,
nous devons plutôt applaudir notre peuple. Et d'ailleurs, vous savez, le procureur dans l'affaire 100 jours, affaire Caméré, il a dit lors de son réquisitoire introductif, c'est que aujourd'hui, si ces procès a lieu, c'est parce qu'il y a eu pression de notre peuple. Donc, il reconnaît qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, parce que même s'il y a eu ces procès-là, puisque nous savons que les amis qui sont en coalition, ils ne peuvent pas sortir au niveau des institutions sans qu'ils n'aient débattu, discuté au niveau des couloirs, au niveau de leurs officines politiques, c'est qu'ils sont d'accord, ils étaient tous d'accord que cet argent-là a été dépensé de la manière que ça a été dépensé. Donc ici, nous devons saluer notre peuple. Mais maintenant, parlons du dialogue. Nous retrouver autour d'une même table. C'est vous qui avez lancé le premier idée. D'abord, je dois ici faire noter que Martin Fayoulou n'a pas lancé l'idée d'un quelconque dialogue. Et jusqu'à ces jours, en tout cas, ça ne se discute pas autour de salons politiques, de la plateforme politique, la Mouka, moins encore des partis qui font partie de cette grande plateforme politique. Mais ce que le président élu Martin Fayoulou a dit, c'est qu'il fallait justement amorcer les réformes. Parce que, Perrault, si vous voyez, depuis 1960, et la constitution de notre pays l'a dit, on a toujours eu des problèmes de légitimité. On a toujours eu des crises de légitimité, ce qui est même à la base du dégringolade de la situation socio-économique de notre pays. Ce qui fait que, pour y parvenir, il faut par moment s'arrêter, c'est regarder en face, voir ce qui est, en tout cas, défendable, ce que nous pouvons sauver. Et ici, le président élu Martin Fayoulou et les leaders de la Mouka ont estimé que nous avons un problème au niveau de nos textes. Il y a des textes qui ont été élaborés pour la plupart par des dictateurs qui se font représenter au niveau des différentes chambres parlementaires, ce qui fait que ces textes-là posent de sérieux problèmes. Mais on fait comment pour réformer ces textes justement? Parce que vous dites que vous avez besoin que ça se passe de manière extra institution, et là vous dites que vous ne voulez pas d'un dialogue, mais ça va se passer comment? C'est pas en claquant du doigt par exemple? Non, je suis d'accord que nous affirmons, nous confirmons que nous ne pouvons pas passer par de réformes au sein de ces institutions qui n'ont pas la légitimité de notre peuple, d'où la nécessité justement de initier les débats en dehors de ces institutions. Mais lorsque nous parlons de débats, de réformes ici, je peux dire que le dialogue ici, on n'est pas dans l'absolu. On n'est pas, parce que ici, lorsque nous parlons de dialogue, les gens pensent que nous devons nous répartir le poste de responsabilité, nous devons nous répartir de l'argent. Nous ne sommes pas sur ces terrains-là. Si vous parlez du dialogue comme étant un cadre de réflexion devant amener à réformer le texte qui conduise nos institutions de manière à donner confiance à notre peuple pour que lors de prochaines élections, nous ne puissions plus retomber dans les crises de légitimité et autres, là je suis d'accord avec vous. Mais si vous parlez du dialogue comme étant un cadre censé mettre les acteurs politiques ensemble pour se répartir le poste de responsabilité, se répartir le pouvoir et l'argent, ça, nous ne sommes pas prénable. Mais je voudrais insister par rapport à cette question d'au sein, c'est-à-dire réformer au sein des institutions ou en dehors des institutions. Nous estimons que les débats, si vous prenez même le cadre institutionnel sur le plan formel, le Parlement est là pour formaliser une proposition qui a vu le jour en dehors des institutions. Je ne crois pas que lorsque on amène la loi sur la CNDH, la loi sur, en tout cas, les SMIG et autres, les débats viennent commencer au niveau de l'Assemblée nationale. Non, les débats commencent au niveau de Force Vive, au niveau de la cité, et le Parlement vient pour entériner. C'est dans cette logique-là que la Mouka et tous ces cadres, le coordonnateur Adolphe Mozito, le président élu, estime que puisque ces institutions-là ne sont pas légitimes, autant mieux initier les débats de réforme en dehors de ces institutions. Un débat scientifique avec le technicien de chaque tendance de chaque famille pour que nous puissions nous mettre d'accord autour de ce que nous voulons pour le devenir de notre pays. Et les institutions ne seront là à la limite pour avaliser ce qui a été fait en dehors pour que nous puissions faire avancer les choses. Je crois que c'est un peu la sagesse de Salomon que a appliqué les leaders de la plateforme politique. 5 minutes à Maître Mouekassa. Maître, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a opportunité? Vous pensez qu'aujourd'hui il y a nécessité que le Congolais se retrouve autour d'une même table pour parler des questions des réformes électorales? Martin Fayoulou a lancé l'idée. Aujourd'hui, il y a 13 personnalités qui emboîtent les pas. Il précise qu'il faut le faire, mais loin des institutions illégitimement.
justement, la survivance de ce langage suranné de légitimité des urnes n'a qu'une seule intention, atterrir sur la question du dialogue. Moi, je voudrais réfléchir simplement comme un bon citoyen congolais. Y a-t-il jamais eu dans ce pays un dialogue sans partage de postes, un dialogue sans assurer l'impunité des uns ou des autres? Le dialogue chez nous s'accompagne toujours partage de gâteau et deuxième élément, on dit on passe l'éponge sur tout ce que les gens ont fait. Fayulu est fatigué du chômage, donc il lui faut un poste. Bon, je n'oserais pas tenir des propos qui seraient désobligeants par civilité. Je n'oserais pas tenir des propos qui sont désobligeants sur quelqu'un qui appartiendrait à une autre famille politique, fût-il le président Martin Fayulu. Mais ce que je voudrais dire, qu'à l'heure actuelle, il existe un dialogue permanent. Le président de la République a reçu les magistrats, il a reçu les jeunes, chaque jour, il reçoit et il écoute. Ça, c'est un dialogue permanent. On n'a pas besoin d'un dialogue qui serait une formule consacrée, parce que selon l'histoire du Congo en 60 ans, nous en sommes à une trentaine de dialogues qui n'ont abouti qu'à des partages du pouvoir. Maître, excusez-moi de rire, parce que ça me rappelle les discours de Félix, comment il s'appelle, de Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi demandait les dialogues à son temps, c'est comme ça que les kabylistes répondaient. J'ai vraiment l'impression que la roue tourne. Mais non, c'est les Tshisekedistes qui répondent comme les kabylistes répondaient à l'époque. Vous avez la parole. Bon, malheureusement, les contextes sont différents pour la simple raison que, à l'époque, il y avait une répression, il y avait des institutions qui étaient totalement décriées par la population. Et aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont en train de fonctionner. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien qu'on se retrouve autour d'un... Non. On ne dit pas... Qu'on parle comme il dit, extra-institution, qu'on parle de la réforme des institutions, qu'on parle de la réforme électorale, parce qu'il dit que nos élections à nous accouchent souvent d'une souris, accouchent souvent des institutions illégitimes. Mais le président de la République, par le simple fait de refuser d'entériner... on sent malhonnête. Oui, tous ces artifices, ces élucubrations qui ont accompagné la désignation de Ronsard Malonda comme candidat, mais il veut dire qu'il faudrait que les acteurs, les participants aux prochaines élections se mettent ensemble et réfléchissent encore pour que les élections aient les meilleures chances possibles de nous donner un résultat qui serait le moins contesté possible. Donc ça ne veut pas dire que le président de la République est contre le dialogue, non, il est ouvert. Mais ce que nous disons, à l'heure actuelle, est-il nécessaire de revenir à un format comme celui qui a accouché du FCC, parce que le FCC est né d'un dialogue, il a fallu un dialogue, les opposants sont entrés au gouvernement et finalement nous avons le FCC qui en est le résultat. Donc nous disons à l'heure actuelle que le dialogue il est permanent. Si le président Martin Fayulu revient au pays, demande d'être reçu par le président de la République, je suis sûr que le président Félix va le recevoir sans problème. Non, ça ne sert à rien de faire trop du tralala, cadre, convoquer les gens. Donc on peut le faire de manière aussi simple que ça. Il est là, il est ouvert, il reçoit tout le monde. Je pense que c'est le président qui est le plus facile d'accès depuis quelques années. Mais s'il y a des réformes à faire, alors, il propose au président, il propose dans le cadre des institutions. Voilà. Ils ne veulent pas aller dans les institutions. Non, ils ont des députés. Ils ont accès au président de la République, qu'ils fassent des réflexions, qu'ils fassent des mémos, et ensemble, on va voir. Ce que nous disons, c'est que cette manie à revenir de manière constante, de manière perpétuelle, à des dialogues qui n'ont pour seul résultat. On a connu Sun City, on a connu Utenika, on a connu Gaborone, pour quel résultat? Partage du gâteau, et puis les mêmes visages reviennent au pouvoir, et puis on dit, bon, ceux qui avaient volé, on oublie, amnistie générale. C'est cette formule qui a prouvé ses limites. Donc à l'heure actuelle, le président de la République est ouvert, il peut recevoir à n'importe quel moment ceux de nos frères de la Mouka qui en exprimeraient le désir. Maître Blanchard, ne nous voilons pas la face. Vous êtes des demandeurs d'emploi, vous de la Mouka. Il le dit, pas à ces termes, moi je préfère toucher là où ça fait mal, mettre le pied dans le plat. Tous les dialogues de ce pays se terminent par des amnisties, par des partages des postes. Ne nous voilons pas la face. Vous voulez entrer au gouvernement, vous voulez avoir un peu d'argent. J'aime bien ce que Maître Yves Mwakassa dit, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Si hier l'IDPS, chaque fois lors de dialogue, demandait les postes, demandait les partages de pouvoir, ce n'est pas le cas pour la Mouka aujourd'hui. Donc à l'époque, ça pouvait être compris, ça pouvait être normal, puisque c'était l'IDPS qui demandait les postes. Mais aujourd'hui, nous estimons que ça ne sert à rien de solliciter un poste, encore que nous savons que le peuple a
sa confiance en la personne du président élu Martin Fayulu. Et ici, pourquoi allons-nous demander un quelconque poste aux institutions qui souffrent de la légitimité? Non, je crois que Maître Yves vient encore une fois de plus de dire une chose qui contredit ce qu'il avait dit avant. Quand il dit que nous devons aller, puisque nous avons des députés, aller au niveau des institutions, initier ces débats-là au niveau de l'Assemblée, tout ça, il oublie que sa famille politique ou la famille qu'il soutient et M. Tshilombo, aujourd'hui, ne reconnaissent pas la majorité qui est détenue par les FCC au sein de cette Assemblée nationale. Aujourd'hui, Janine Mabunda est décriée par l'UDPS par la bouche de son secrétaire général qui est M. Kabouya. Donc c'est pour vous dire que c'est juste le contraire parce que c'est la Mouka qui parle de réforme. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette question de réforme n'est plus qu'une question de la Mouka, parce que le cash parle de réforme aujourd'hui. Même si ils évitent de les dire à haute voix, les confessions religieuses, les confessions religieuses, même le FCC qui aujourd'hui est à la base de la situation actuelle. Le FCC dit oui, mais dans un cadre institutionnel. Ben voilà. Or, son allié n'est pas d'accord avec ces cadres-là institutionnels. Vous voyez où se trouve la confusion. Donc ici, si nos amis d'en face avaient respecté la volonté du peuple souverain de faire passer les personnes justement qui avaient la confiance pour gérer les institutions, on ne serait pas dans cette confusion. Votre discours d'arrière-garde, parce que justement, lorsque le cash aujourd'hui estime que nous devons aller aux réformes, lorsque le FCC en tout cas avoue qu'il faut aller, mais par contre, il faut passer par des institutions. C'est-à-dire que tous nous sommes d'accord qu'il y a un problème. Mais puisqu'il y a un problème, nous devons trouver le juste milieu pour résoudre cela. Et comment le résoudre? Nous disons, il faut justement éviter ceux-là qui nous ont amenés à cette situation. Et ceux-là, c'est qui? C'est le FCC, les cash. Parce que le FCC avait présenté la recette et les cash a mordu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce que nous constatons aujourd'hui. Allons dans un dialogue sans le FCC sans les cash, est-ce possible? Est-ce tenable? Non, ici nous pensons qu'il faut mettre toutes les intelligences en place, mais hors institution. Parce que ces institutions posent problème. Entre eux, partenaires, comme je le dis, ils se regardent en chien de faïence. Donc, entre eux, là, ils ne se reconnaissent pas. L'autre dit non, il n'a pas la légitimité, il n'a pas la majorité. Les autres disent non, il n'a pas la majorité. Ce qui fait qu'il y a déjà crise de confiance. D'où il faut aller vers nos techniciens en dehors des institutions pour élaborer de réformes qui vont nous aider à sortir de cette petit à petit vers la fin de cette émission. Maître Yves va prendre sa dernière parole. Vous allez conclure. Parce qu'au départ, on a commencé l'émission avec vous. Maître, comment venir vers quelqu'un qui lui-même ne croit pas à ces institutions-là? Lorsque l'UDPS veut arrêter le processus Sakata, les Wewa et les militants sont descendus dans la rue. Il a demandé une dynamique extra-institutionnelle pour ramener l'institution à l'ordre. Comment croire à une institution comme le Parlement dès lors que l'UDPS, parti du président de la République, nous dit que là-bas il y a une majorité artificielle qui n'a qu'un seul mot, c'est que l'autorité morale a dit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ça sera quand même assez risqué de faire confiance à ces institutions-là pour entamer une réforme de la loi électorale, par exemple? Bon, je voudrais d'abord, premièrement, appeler mon cher frère à ne pas insulter la fille aînée de l'opposition en disant que l'UDPS était quémandeuse de postes. Nous connaissons tous l'histoire récente de ce pays. Aucun parti n'a autant dit non à des postes dans ce pays que l'UDPS. Et deuxièmement, lorsque le dialogue a été demandé du côté de l'UDPS à l'époque, ce n'était même pas l'UDPS seul, c'était le rassemblement de l'opposition. C'était parce que depuis 2016, le mandat du président Kabila a été expiré, donc il était hors mandat. Dans le cas actuel, le président de la République est encore dans son mandat, donc les circonstances sont vraiment différentes. Deuxièmement, je ne dis pas que la MOCA ne peut pas s'exprimer en dehors des institutions. D'autant plus que notre constitution établit, outre le processus parlementaire, il établit la pétition, il établit d'autres mécanismes extra-institutionnels par lesquels la population peut atteindre le président de la République. Encore que, il y a cette possibilité d'avoir un porte-parole de l'opposition conformément à la Constitution et aux lois de la République. Si sous l'ancien régime, on ne vous avait pas laissé la possibilité d'avoir un porte-parole de l'opposition, je pense qu'à l'heure actuelle, les grands leaders de la MOCA peuvent se mettre d'accord et désigner un porte-parole qui sera le répondant officiel du chef de l'État et tous ces désidératas seront pris en compte. Donc, il n'est pas besoin, à l'heure actuelle, pour réfléchir à l'État,
pour repenser le Congo. Nous sommes en train de le repenser tous les jours. Chacun est en train de réfléchir par des bribes de réflexion, des bribes d'information. Nous nous mettons ensemble pour bâtir le Congo nouveau. Mais il n'est pas besoin à l'heure actuelle de repasser par ce processus houleux qui a démontré ses limites, le dialogue, et pour rétablir à des fonctions clés les mêmes visages qui reviendront avec le même programme. Donner les amnisties à tous ceux qui ont pillé dans les caisses de l'État, ça ne sert à rien. Merci pour ce qui est des lois, je vais atterrir, pour ce qui est des lois Minaku Sakata, je pense que la population, il fallait suivre les images de la marche du FCC. On pose la question à un jeune du FCC, qu'est-ce que vous êtes venu faire à cette marche? Il dit, je suis contre la loi Minaku Sakata. Un jeune du FCC. Donc c'est clair que c'est une loi qui a été rejetée par toute la population, toutes les franges de notre population. Donc prenons en compte. Je voudrais simplement, mon dernier mot, dire que le Congo est en train de changer. Pour ceux qui ne les voient pas, regardez vos neveux qui n'étudiaient pas, qui maintenant vont à l'école grâce à la gratuité. Pour ceux qui ne le voient pas, descendez dans la rue, parlez politique, vous ne verrez pas les agents de l'ANER. Soyez présents dans le groupe WhatsApp. On ne vous arrêtera pas parce que dans votre téléphone, vous avez une caricature du président Tshisekedi. Pour ceux qui ne le voient pas, la respiration démocratique est en train de se faire. Seulement, ce sont des soubresauts. Donc, allons-y petit à petit, laissons-lui le temps. Vous clôturez l'émission. Vous réagissez comment aux arguments de Maître Yves Mouekassa? D'abord, la gratuité de l'enseignement, je veux rappeler à Maître Yves que pas plus tard qu'avant hier, les enseignants ont marché. D'ailleurs, à l'Équateur, chez moi, ils ont marché encore hier pour réclamer 9 mois d'arriérés de salaire. Donc, c'est de ces côtés-là, je crois que les débats est clos. Maître parle de porte-parole de l'opposition. Non, mais nous allons parler porte-parole de l'opposition avec quelle institution? Avec quel parlement? Parce que ça passe toujours par la majorité que eux appellent artificielle. Donc, ici, c'est encore clos. Maître lui-même a la réponse. Maître parle d'éviter le même visage, dialogue. Non, je crois que si on voulait vraiment éviter les mêmes visages, je crois que ça aurait été mieux de se débarrasser du FCC, d'éviter les deals. Parce que voilà ce que les deals a amené. On a aujourd'hui un José Makila qui est PCA quelque part. On a aujourd'hui Lambert Mende qui est PCA quelque part. Alors que au lendemain de leur nomination par M. Chilombo, vous avez vu comment le peuple avait réagi par rapport à ces visages-là. Donc ici, je crois que Maître est en train d'essayer de donner des réponses. Mais maintenant, je voudrais finir pour parler, insister en disant qu'aujourd'hui, la question de réforme, c'est une question de souveraineté même, je peux le dire. Parce que ici, nous estimons que au lieu de parler essentiellement de la CENI, nous estimons qu'il faut aller aux réformes profondes de manière à donner du go, à donner un sang nouveau à nos institutions. Parce que je veux, par exemple, parmi les 13 parlementaires, et ils disent essentiellement que les réformes vont porter sur la CENI. Mais n'oublions pas que la CENI, en elle-même, pour organiser des élections, nous avons besoin de nos forces armées pour sécuriser nos frontières, pour sécuriser le paisible citoyen qui se déplace pour voter. Nous avons besoin d'une commission nationale de droits de l'homme apolitique, une commission nationale de droits de l'homme qui fait très bien son travail. Mais aujourd'hui, puisque cette institution est à la limite politisée, on ne sent pas vraiment le travail de cette dernière. La justice, le cours des tribunaux. Donc, bref, ici, si le peuple entier insiste que nous puissions avoir de réformes, c'est parce que notre peuple a besoin d'un changement. Les changements que nous avions voulu à la veille du 30 décembre 2018, malheureusement, notre peuple aujourd'hui, 10 ans après, est en train de constater que nous sommes rentrés en arrière et aujourd'hui, il nous faut une mobilisation forte, non pas pour casser, comme le faisaient jadis nos amis, mais réfléchir, penser, intelligence, comment donner un sang nouveau à nos différentes institutions, aux textes qui organisent même le fonctionnement de ces institutions pour que demain, lorsqu'il y aura élection, nous ne puissions plus nous retrouver autour de cette table pour compter les morts, mais plutôt voir par quelle voie pouvons-nous booster le développement du Congo. Maître Blanchard Mungomba, merci également. C'est avec ces mots qu'on va terminer cette émission. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir de vous la présenter. Je rappelle ce soir que 2 invités m'accompagnaient sur ce plateau à ma droite. Maître Yves Mouekassa, acteur politique, fasciste comme il s'appelle. Et de l'autre côté, vous aviez Maître Blanchard Mungomba qui est cadre de la Mouka, mais aussi membre du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mozito, ancien Premier ministre. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. J'ai dit grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Ibrahim Siré Delpi était donc à la manette aujourd'hui. Prenez très bien soin de vous, vous le savez très bien. Chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir et à la prochaine.